Les films de science-fiction présentent souvent les robots comme une menace, provoquant un véritable bouleversement identitaire chez les spectateurs. Même la populaire série Black Mirror sur Netflix nous fait frissonner à l'idée de côtoyer des amis et collègues bioniques. En réalité, la présence des robots en milieu de travail n'est ni farfelue ni lointaine. Au Japon, des robots assurent déjà le service à la clientèle dans plusieurs banques et centres commerciaux. Même le téléjournal est présenté par le robot Erika sur l'une des chaînes d'information japonaises. En Occident, on est culturellement plus craintif face aux humanoïdes, mais l'arrivée des robots pourrait tout de même transformer le marché du travail plus rapidement qu'on ne le croit. À l'ordre du jour, avons-nous raison de se méfier de ces êtres futuristes? Si on partait avec cette question-là, selon vous, est-ce que les robots vont nous remplacer un jour? Marie-Noëlle? Dans certains cas, c'est sûr. De toute façon, on le voit déjà, hein, que ce soit, on remonte, mais les guichets automatiques, c'est un peu ça. Ça a remplacé les caissières dans une certaine mesure. À l'épicerie aussi, on voit un peu la même chose. Donc, dans le secteur manufacturier, effectivement, on en voit de plus en plus de robots. Donc, effectivement, les robots ont déjà remplacé certains emplois et ça va continuer d'être le cas. Cependant, il y a d'autres types d'emplois qui, on voit mal comment les robots peuvent faire la job. Je pense pas qu'on est prêt à avoir des infirmières robots, par exemple. Je pense qu'on a encore besoin de cette touche humaine-là. Donc, il y a beaucoup d'emplois qui vont nécessiter l'intervention humaine. Donc, je pense ça va être plus une question de cohabitation, disons, que de remplacement, je dirais. François, êtes-vous d'accord avec ça? Totalement. Il faut voir les robots comme un complément à l'humain qui permet de faire plus que ce qu'on est capable de faire habituellement. Donc, l'objectif, quand on pense à amener la technologie dans la vraie vie, c'est justement dans cette optique-là, de pouvoir améliorer ce qu'on est capable de faire. Quand on prend des soins, par exemple, des robots pourraient alléger dans la tâche des infirmiers, infirmières, en faisant des choses qui sont répétitives, qui sont en mesure d'être faites par des robots, puis complété par l'humain avec la touche humaine qui est difficile à remplacer. Victor? Ben moi, je crois vraiment en fait que un peu comme mes collègues là, ici, donc que oui, en fait, c'est une unité qui va être faite. On assiste vraiment à un changement plus du type de l'emploi. Donc, on est vraiment plus axé maintenant sur des emplois comme la programmation, vraiment la maintenance de la cellule robotique, des emplois comme ça. Donc, d'après moi, là, on s'en va vraiment plus vers une unité. On a juste à penser, par exemple, à nos grands-parents qui avant, là, eux autres, par exemple, avaient beaucoup de difficultés avec l'ordinateur. Aujourd'hui, là, les jeunes ont beaucoup de facilité là, à faire l'utilisation de l'ordinateur. Tout à fait. Placide? Oui, effectivement, je vais dans le même sens que mes collègues. Les robots nous remplacent déjà partiellement ou parfois totalement. Je pense que un aspect important aussi, c'est que les impacts de la présence des robots vont au-delà de leur présence physique dans l'organisation. C'est qu'il y a des impacts notamment sur les types d'emplois qui vont être disponibles. Donc ça va changer. Il va y avoir effectivement comme une polarisation des emplois avec une tendance de recherche de personnes avec des compétences assez élevées pour des emplois très qualifiés, puis aussi des emplois peu qualifiés, puis de moins en moins d'emplois intermédiaires. Donc ça, c'est un impact important. Puis il y a aussi un impact sur les rémunérations. Parce que quand on introduit un robot dans un bassin d'emploi, ça a un impact, ça tire un peu vers le bas la rémunération. Et aussi, dans le bassin d'emploi concerné, quand on a un robot pour 1000 employés, ben, il y a un impact indirect sur la diminution des emplois disponibles. Est-ce que c'est comparativement à un poste? Parce que souvent, on regarde un poste. Ce que je comprends de votre intervention, c'est de décliner toutes les tâches et voir justement lesquelles pourraient être automatisées, lesquelles on peut garder. Et donc, moins regarder la globalité du poste, mais vraiment les tâches. Par exemple, en recrutement, donc un recruteur, il y a des tâches qui peuvent être automatisées, la vérification des références, des trucs vraiment plus administratifs, alors que la relation avec un candidat, avec un client, ben c'est là où c'est vraiment, ça ajoute énormément de valeur, autant pour le client, le candidat que le recruteur. Donc, c'est là où on peut vraiment apporter de la valeur. Donc, quelles sont les tâches dans le travail quotidien d'un recruteur qu'on peut automatiser, recherche de CV, etc., qu'on peut rendre beaucoup plus rapide et efficace pour vraiment aller mettre l'accent sur la relation humaine. C'est des choses comme ça qui sont possibles de faire et qui valent la peine. Bien, par rapport à ça, c'est totalement vrai. Cette analyse fonctionnelle-là de qu'est-ce qui est automatisable ou robotisable, elle est essentielle. Mais ce qui semble aussi changer maintenant, c'est
Le fait que dans certains types d'emplois, il y a une pénurie de personnel. Ils sont pas capables de combler les postes. Puis avant, on essayait il y a peut-être 2-3 ans, on ouvrait des postes puis on essayait de recruter. Maintenant, on dit, OK, là, on va mettre nos efforts à robotiser ou automatiser le processus parce qu'on trouve juste personne pour faire la tâche. Ça, c'est une évolution là, qui amène que les robots deviennent une nécessité. Là, donc, ça devient une solution à cette rareté de main-d'œuvre-là qu'on connaît. L'automatisation. Il faut regarder la composition des tâches par poste d'emploi. Puis donc, il y a des tâches qui sont beaucoup plus faciles à automatiser que d'autres. Par exemple, quand on regarde tout ce qui concerne les activités physiques dans des environnements qui sont prédictifs, ça, c'est beaucoup plus facile à faire exécuter par des robots. Puis quand ce sont des activités physiques dans un environnement qui est peu prédictif, c'est beaucoup plus difficile. Puis toutes les tâches de collecte de données, puis de traitement de données, les robots vont le faire beaucoup mieux que nous, beaucoup plus rapidement, avec moins d'erreurs. On ne peut pas être en compétition avec eux. Parmi les postes les plus recherchés, on prévoit des besoins croissants en analyse de données, développement de logiciels et d'applications, ainsi que dans le secteur des technologies émergentes. Il s'agit toutes de compétences qui pourraient aussi être développées par des systèmes automatisés. Un récent sondage réalisé par Randstad Canada démontre d'ailleurs que 30% des Canadiens craignent de perdre leur emploi au cours des 10 prochaines années en raison de l'innovation technique et de l'intelligence artificielle. Aussi, les assistants personnels virtuels comme Alexa, Siri et Cortana gagnent en popularité. Le cabinet spécialisé Gartner estime que d'ici 2020, 20% de la population des pays développés y aura recours. Face aux robots, comment pouvons-nous préparer la prochaine génération de travailleurs? Devant ces chiffres-là, de certaines organisations qui ont fait des investissements importants de technologie puis elles ne sont pas adoptées. Donc, qui prend la décision d'aller chercher ces technologies-là et pour que ça fonctionne, qui doit être impliqué? C'est sûr que c'est la direction qui prend la décision, mais la direction ne prend pas la décision seule, pas seule. Puis, les technologies, quand on regarde vraiment dans les organisations, qui prend la décision pour adopter une technologie, il y a des variations. Il y a des variations. Prenons le cas, par exemple, d'un robot recruteur. C'est des équipements robotiques pour recruter. Dans certaines organisations, ça va être la direction des ressources humaines qui va décider, je dirais, parfois sans associer les collègues qui sont au service informatique. Puis ensuite, on va découvrir que on n'est peut-être pas capable de maintenir le robot en question ou que on n'a pas les compétences pour, comprendre les implications des algorithmes qui ont été implantés dans le système. Donc l'importance de la collaboration. C'est très important de collaborer. Puis moi, je vois les exemples d'organisations qui ont vraiment réussi à intégrer des technologies qui sont très complexes. C'est notamment les technologies qui ont été les plus populaires dans ces dernières années. C'était les logiciels de gestion intégrés, les ERP. Puis les organisations qui ont vraiment réussi à les intégrer, parce que ce sont des systèmes qui permettent d'intégrer l'ensemble des processus de l'organisation. Celles qui ont réussi sont celles qui ont eu des démarches qui permettaient vraiment d'impliquer les différentes parties prenantes des organisations, pas seulement la haute direction, mais aussi les responsables opérationnels, puis ainsi de suite. Donc il faut que ça soit concerté. Puis on a parlé de l'acceptabilité, il faut impliquer les personnes qui sont les destinataires, les utilisateurs, les personnes qui vont utiliser souvent ne sont pas impliquées. Il faut les impliquer. C'est exactement ce que je pense. En fait, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on doit vraiment impliquer les gens qui sont partie prenante du problème. Donc, des fois, ces lignes de position, c'est important de justement inclure les employés parce que eux autres, ils vivent le problème au quotidien. Donc, ça va être les gens qui vont être le mieux placés pour voir où est-ce qu'on voit le problème puis comment on peut justement régler ce problème-là avec l'insertion d'une cellule robotique. Tout ce qui est technologie, programmation, l'intelligence artificielle suscite beaucoup quand même de questions d'éthique. Et c'est la responsabilité ultimement, qui va prendre les décisions par rapport à la programmation? Est-ce que c'est les gens qui ont le savoir technique? Certainement, même les gouvernements ont un grand rôle à jouer. En France, c'est déjà le cas. Ils se penchent déjà sur la légifération jusqu'à un certain point de l'encadrement de l'intelligence artificielle. Donc, Oui, en fait, je pense que beaucoup d'utilisateurs sous-estiment les implications des contenus qui sont dans les systèmes intelligents qu'ils achètent. Donc, c'est vraiment important que y ait une transparence sur les algorithmes et puis que les personnes qui sont en charge de prendre ces décisions soient dans un cadre réglementaire qui garantisse
que on ne soit pas à la merci, parce que c'est très facile de dire l'algorithme a dit ou le système dit ça, donc c'est ça la réponse. C'est très très facile, puis on se dédouane. Puis d'ailleurs en Europe il y a des cas juridiques qui sont en train d'évoluer pour responsabiliser davantage, voire créer un espace de droit pour les robots. C'est peut-être là-dessus où l'Europe nous devance. En tout cas, c'est qu'ils sont déjà en train de se pencher sur l'aspect juridique des choses, l'aspect éthique et l'encadrement juridique de l'intelligence artificielle, peut-être plus loin, un petit peu plus loin que... Oui, moi je collabore avec des collègues en France sur un projet de recherche sur la transformation numérique dans les directions informatiques. Et on a un collaborateur qui est un cabinet d'avocats, un cabinet Ben Soussan. Actuellement, ils sont parmi les leaders mondiaux sur les questions juridiques autour des technologies de l'information. Et ils ont justement été parmi les concepteurs du cadre juridique européen qui est en construction pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est comment on délimite les responsabilités, comment on définit juridiquement l'identité de la machine intelligente, puis quelles sont les interrelations avec les personnes, soit qui ont conçu, qui utilisent, qui ont acheté. C'est comment on répartit les rôles. Mais ce sont des questions très importantes. Il y a des standards qui évoluent sur la sécurité, entre autres, puis l'utilisation adéquate des robots en interaction avec les humains en milieu usine. Mais je pense qu'il n'y a pas une réponse simple à cette question-là parce que ça dépend beaucoup des applications. Dans un véhicule autonome, on regarde maintenant les fonctionnalités qu'on a, puis le nombre d'avertissements qui nous dit si vous activez votre tel mécanisme adaptatif de contrôle de vitesse, c'est vous qui en êtes responsable quand même. Là. Puis si on pèse sur notre écran, attention, vous conduisez, tout ça fait en sorte que on se dégage de la responsabilité vers l'utilisateur qui, lui, accepte en activant la fonctionnalité ou le gadget de vivre ou de subir le risque. Quand on va au niveau de la santé, par exemple, on a accès à plein de données qu'on peut prendre à travers nos dispositifs. On pourrait toutes les pousser dans le dossier patient électronique, mais le médecin, il veut pas avoir ça parce que la minute qu'une donnée est mise dans le dossier patient, lui, sa responsabilité ou elle est compromise. Il faut que lui ait pris connaissance de la donnée avant de pouvoir accepter qu'elle fasse partie du dossier patient parce que sa responsabilité professionnelle est impliquée. Avec une rareté de main-d'œuvre dans une panoplie de secteurs, les robots peuvent-ils contribuer à la solution sur tous les fronts? Jusqu'où leurs aptitudes peuvent égaler, voire surpasser les nôtres? Seul l'avenir nous le dira, avec son lot d'innovations technologiques et d'incertitudes. Chose certaine, leur impact se fait déjà ressentir sur le marché mondial. Et si certains craignent leur pouvoir, d'autres sont plutôt enthousiastes à l'idée d'avoir un robot pour faire l'entretien ménager, le petit déjeuner, filtrer les appels ou cirer les chaussures. Pour écouter l'intégrale de la discussion entre nos experts, consultez notre balado à l'ordre du jour, disponible sur notre site Web.